Hello, ce soir nous allons parler d'un nouveau film de Noël et ce nouveau film de Noël c'est Toys. Toys, pas Toy Story, hein. Toys, juste Toys, qui est sorti en 1992. Alors Toys, c'est pas un très très bon film. Enfin, en fait, il a plein de qualités que je peux pas lui retirer, mais il y a un manque de rythme, c'est-à-dire que vraiment... pourtant, je suis quelqu'un qui a tendance à vraiment suivre les films jusqu'au bout et à être très frustré si je réussis pas à les finir. Bah, Toys, j'ai dû faire des avances rapides au bout d'un moment, tellement c'était lent et tellement il y avait un manque de rythme clair, quoi. Pourtant, le réalisateur, qui s'appelle Barry Levinson, a déjà fait des films qui sont plutôt des films de bon cinéma et qui sont même des films cultes. Il y a Good Morning Vietnam, Rain Man avec... Dustin Hoffman, j'allais dire Danny Elfman, pas du tout, Dustin Hoffman, qu'on a déjà vu donc dans Hook. D'ailleurs, Good Morning Vietnam, c'est avec Robin Williams, qu'il y a dans Hook aussi. On retrouve certains acteurs, hein. Peut-être que c'est parce que j'ai un peu tendance à aimer toujours les mêmes types de films dans lesquels joue un peu tout le temps le même type d'acteur. Et il y a aussi Sleepers, qui est un bon film, pas forcément très très connu, qui est un des premiers rôles de Brad Pitt d'ailleurs. Voilà, il est un peu lourd par contre, donc accrochez-vous pour aller le voir celui-là. Et donc dans le casting, on a Robin Williams, donc j'en ai déjà parlé ici, donc je vais pas forcément épiloguer. Mais par contre, ce qui est assez ironique, enfin ironique pas tellement, c'est que vu que j'ai parlé de Robin Williams là, ici, et hier de Jim Carrey, voilà, je voulais juste vous montrer et vous parler en fait d'une reprise qu'ont fait les deux des Beatles. J'arrive. Donc en fait, je me suis renseignée un petit peu plus pour cette histoire du coup de reprise des tubes des Beatles. En fait, c'est carrément George Martin qui était le producteur des Beatles, qui a donc refait un album avec Jim Carrey et Robin Williams et entre autres d'autres, il me semble, comme Bobby McFerrin, que je ne connais pas, mais bref. Donc bref, il y a des reprises des Beatles avec Jim Carrey et Robin Williams. Celle de Robin Williams est moins bien. Robin Williams, il a fait Come Together et Jim Carrey, c'était I Am the Walrus. Je sais pas prononcer. Enfin bref, voilà. Celle de Jim Carrey est vraiment cool. Genre vraiment, elle s'écoute vachement bien et tu passes vraiment un bon moment à l'écouter. Enfin voilà. En vrai, je vous conseille d'aller faire un petit tour. Donc Jim Carrey, I Am the Walrus. Bref. Bref, revenons sur le casting. Et entre autres, sur le casting, il y a Dumbledore. Voilà. Il y a Dumbledore. Je peux pas dire plus. Il y a Dumby Dumbou. Moi, je ne le connais que pour ça. Donc, bon, voilà. Alors, apparemment, dans la vraie vie, il s'appelle Michael Gambon. Aucune idée de comment ça se prononce en anglais, mais voilà. Mais c'est Dumbledore. Il y a Dumbledore dans le film. Pas forcément le même rôle, d'ailleurs. Vraiment pas. Et ensuite, il y a Robin Wright Penn, qui est entre autres celle qui a joué dans Princess Bride, c'est un de ses plus grands rôles, et qui a aussi joué aux côtés de Tom Hanks dans... comment il s'appelle ce film déjà ? Forrest Gump. Oula, perdu. Bref, qu'importe. Elle a aussi joué dans un film qui est vraiment cool, un film d'animation qui est un peu chez Père de ouf, qui s'appelle Le Congrès, où elle se joue elle-même, et c'est chez Père. Mais il est sympa. Enfin bref. Quoi qu'il en soit, les trois que je vous ai cités, regardez-les, ça fait toujours plaisir. Je pense que je ne surprends personne, en tout cas avec Forrest Gump. Mais Princess Bride, c'est pas forcément quelque chose qui est... un film qui est le plus connu, mais il est sympa. Et on y retrouve aussi un très très jeune Jamie Foxx. J'étais plutôt surpris, et en fait, bah ouais, on le voit apparaître dans un film, dans un tout petit rôle tout petit. Il y a aussi LL Cool J, qui apparemment a joué dans d'autres rôles qui... Enfin, bref, je le connais pas forcément. Il y a Donald O'Connor qui joue le père du coup de Robin Williams. Donc il y a Kenneth Zivo et Leslie Zivo. Je vous expliquerai l'histoire après. Mais voilà. Et Donald O'Connor a joué dans Singing in the Rain. Je suis désolée, mon accent est à couper au couteau. Il y en avait un dernier, Arthur Mallet, qui a aussi joué dans Hook. Donc du coup, Robin Williams et Arthur Mallet se retrouvent dans un autre tournage.
donc dans celui de Hook de Steven Spielberg, dont j'ai déjà parlé. Il y a beaucoup de choses qui se recroisent. De toute façon, vous allez voir, ça va se recroiser dans tous les sens, partout. Voilà. Ah, et si jamais le rôle d'Arthur Mallet qu'il a joué dans Hook, c'est celui de l'ancien enfant perdu qui a perdu ses billes. Enfin, qui n'est plus enfant perdu, du coup, il joue un vieux monsieur, mais vous avez compris. Bref, pour l'histoire de Toys, c'est un peu cagneux comme histoire. Enfin, vraiment, il y a un problème de scénario, de rythme, parce qu'il y a vraiment plein de petites qualités que je peux pas lui retirer. Déjà, Robin Williams joue du Robin Williams, il est adorable et on a envie de lui faire des câlins. Mais bon, c'est Robin Williams, quand on a l'habitude. Mais ouais, Toys, en fait, c'est l'histoire d'un chef d'entreprise qui a une entreprise de jouets et qui lègue son entreprise à son frère qui est un militaire, au lieu de le léguer à son fils qui est un peu dans la même dynamique que lui, qui a un esprit très imaginatif, etc. Mais du coup, le père décide de le léguer à son frère, et son frère qui est un militaire et qui décide presque de rendre l'usine de jouets comme enfin, de changer l'usine de jouets pour la rendre... pour faire en sorte que ça devienne une usine d'armement. Désolée si c'était pas très clair. Et donc c'est l'histoire de Leslie, interprétée par Robin Williams, et du général, je ne sais plus trop quoi, qui est interprété par Dumbledore, voilà. Et voilà. En fait, vraiment, ce qui est intéressant dans ce film, c'est surtout l'esthétique. L'esthétique du film est très très belle. Pendant tout le film, je me suis dit, oh, faut que je revoie les tableaux de Matisse, ça m'y fait vraiment penser. Je me suis dit, ça se trouve, ça a pris ses inspirations aussi d'autres artistes, mais au bout d'un moment, ça s'est vraiment confirmé, en particulier lorsqu'on voit un espèce de clip un espèce de clip, quoi. C'est inspiré grandement de Matisse, mais je vais vous montrer des images, vous allez comprendre. Et je vais vous parler un petit peu de Matisse, du coup. J'en profite, tant qu'à faire des bons, voilà. Vous voyez, c'est ce genre de décor qui apparaît, on dirait presque que c'est une peinture, tellement c'est presque irréaliste. Il y a un vrai travail sur les couleurs, genre je rêve de cette salle de bain, typiquement, je trouve ça trop stylé. Vous voyez, c'est vraiment ce genre de scène un petit peu absurde. Le pire, c'est que l'humour, il y a certaines pointes d'humour qui sont vraiment assez charmantes, mais... Vous voyez, Dumbledore, il est là. Mais c'est très mal rythmé, vraiment. Encore une fois, je pourrais vous montrer plein de scènes, mais regardez, c'est vraiment beau. Il y a... Enfin, en même temps, j'ai pas non plus des masses de choses à dire sur ce film. Je trouve pas forcément beaucoup d'informations, mais c'est vraiment, vraiment super beau. Et je vais vous montrer le passage en particulier qui est une référence énorme à Matisse. Alors, mea culpa, depuis tout à l'heure, je dis Matisse, mais en fait, c'est Magritte. Et on voit tout de suite l'inspiration Magritte qu'elle a avec l'homme au chapeau melon, ce genre de choses. Mais oui, c'était pas du tout Matisse, mais c'est bien René Magritte dont je voulais parler. Vraiment. Et du coup, je vais vous parler de Magritte et non pas de Matisse. Et donc, Magritte, c'est un peintre surréaliste belge. Bon, je vais en profiter un petit peu pour vous définir le surréalisme. J'ai un peu du mal avec les mouvements artistiques parce qu'en fait, je trouve qu'ils se définissent mieux par les artistes qu'ils représentent que par vraiment les définitions qu'on leur donne. Alors du coup, dans le surréalisme, on a entre autres Dali. Le premier à avoir mis en place ça, plus ou moins, c'est André Breton, qui est un écrivain. Donc il y a Dali, donc Magritte aussi. Sinon, de connus, il y a Juan Miro. Je connais pas forcément énormément de ses tableaux, mais je reconnais son style. Mais en tout cas, c'est une approche un peu plus onirique des tableaux, avec une omniprésence des rêves, des symboles, ce genre de choses. Et on va plus tenter d'être... Enfin bref, c'est une approche un petit peu absurde en fait de l'art, même s'il y a eu je disais, le dadaïsme en fait un petit peu partie, mais en même temps pas vraiment. Enfin, de toute façon, les mouvements artistiques s'entrecroisent, sont à des époques un petit peu similaires et se chevauchent. Mais en tout cas, a priori, c'est dans la continuité du dadaïsme qui est dans l'absurde, etc. Mais là, il y a un côté absurde, mais un côté aussi beaucoup plus dans la notion de symbole et de rêve. Voilà, donc comme je vous dis, c'est un petit peu...
C'est un petit peu lourdingue au niveau des définitions, des définitions, les mouvements artistiques. Donc je préfère les définir par leurs artistes. Magritte, Dali, vous savez les deux principaux. André Breton, si vous avez envie de vous la péter, parce que c'est un écrivain. Mais voilà, vous avez l'idée principale. Mais j'allais oublier de vous montrer en fait directement les œuvres de René Magritte. Je vous montre les plus connus, je vous en montre plusieurs et puis voilà. Donc il y a celui-là, il y a celui-ci entre autres, celui-là qui est un de ses plus connus aussi, et celui-ci donc, lorsque je vous ai montré le clip, entre autres, il y avait cette référence-là qui était... on n'y même plus cité là. Sincèrement, j'aimerais prétendre vous faire une analyse un peu plus concrète de l'œuvre de Magritte. Mais en fait, je me rends compte qu'au niveau de l'art, il y a juste une question de sensibilité à ça ou pas. Et moi, je ne pourrais pas tellement l'expliquer, mais j'ai une grande sensibilité esthétique envers Magritte. Pourtant, j'adore les couleurs vives, j'adore les couleurs flash, les couleurs sont plutôt ternes, qui virent sur le gris, sur le pastel. D'ailleurs, on le voit pas mal dans le film Toys. Mais je suis extrêmement sensible à sa patte, à sa façon de présenter les choses, etc. Donc, je ne vais pas vous faire une analyse plus que ça. Je pense que vous avez une idée de plus ou moins de qui est le bonhomme. Voilà. Je vais essayer de vous trouver des petites anecdotes sur le film, mais je ne suis pas sûre d'en trouver des masses parce que il n'est pas très très connu. C'est pas un bon film. Je vous le conseille pas là pour le coup. Bon, j'ai pas trouvé grand-chose, mais en revanche, ce que je peux vous dire, c'est la personne qui a fait les décors. Donc, ce que je trouve assez important, parce que comme vous avez vu, les décors sont vraiment magnifiques. C'est, j'avais le nom, Ferdinando Scarfiotti, qui a fait entre autres Le Dernier Empereur et Flash Gordon. Voilà, pour citer des noms que je connais en tout cas. Puis il a juste fait aussi un petit film pas très très connu qui s'appelle Scarface. Enfin, il l'a pas fait, il a fait les décors dessus, donc. C'est pas mal niveau décor, ça se respecte, ça se respecte. Bon, comme je vous l'avais dit, j'ai pas trouvé grand chose en dehors du fait que le thème musical est de Hans Zimmer. Je suis pas sûre qu'il a signé sa meilleure bande originale. Mais bon, c'est Hans Zimmer, donc on a l'habitude. Enfin voilà, tout ça pour vous dire que Toys, c'est un film qui a beaucoup d'originalité. Visuellement, il est très très créatif. Même sans ça, Robin Williams fait des blagues, c'est très attendrissant. Il y a des thèmes qui sont sympas, enfin, qui ont bien été abordés, etc. Oups, excusez-moi. Donc des thèmes qui ont bien été abordés, etc., qui sont assez intéressants à traiter. Mais il y a un gros problème, selon moi, de rythme. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on a envie que ça avance, quoi. C'est même pas lent, enfin. C'est juste... le scénario, il manque un truc. Parce que vraiment, je pense qu'il aurait été... Je pense sincèrement qu'on aurait pu avoir un truc vraiment, vraiment sympa. Mais là, il y a un coche qui a été loupé. Voilà. Sur ce, moi, je vous dis à demain pour un nouveau film et de nouvelles anecdotes. Voilà, à demain. Bon, je suis un petit peu en retard au niveau des films de Noël, donc on va y aller maintenant avec un film culte. Voilà. Les Gremlins, de Joe Dante. Puis je vais pas tellement perdre de temps, vous expliquer trop ce que c'est les Gremlins. Je vais y aller très très vite. Les Gremlins, c'est un père de famille qui est un espèce d'inventeur raté qui ramène une créature qu'il a achetée chez un vieux marchand chinois. Donc il ramène ça à son fils pour Noël et en fait il y a 3 règles à suivre. C'est un espèce de créature d'animal. Il ne faut surtout pas le mouiller, il ne faut surtout pas lui donner à manger après minuit, il n'aime pas la lumière. Bien sûr, comme vous vous en doutez, le Gremlins va toucher de l'eau, le Gremlins va manger après minuit, et bien sûr, le fait qu'il n'aime pas la lumière va servir à ce que on le tue. Je prends pas trop de risques en vous spoilant ça, mais bon, voilà, au moins vous le savez. Bon, on va passer directement au réalisateur, qui est Joe Dante, qui a fait, entre autres, il est surtout connu pour les Gremlins, on va être clair et net, mais il a aussi fait Piranhas,
Piranha, pardon, pas Piranhas, Piranha et Hurlement, qui sont des espèces de films d'horreur au ton parodique. Donc les Gremlins, ça lui allait plutôt bien. Bien sûr, Spielberg est producteur, on ne peut pas avoir un film un peu familial enfant sans qu'il y ait du Spielberg derrière, surtout dans les années 80. Et il y a aussi Chris Columbus qui a fait le scénario. Donc Chris Columbus pardon, qui, je vous le rappelle, a réalisé les 2 premiers Harry Potter. Le premier Harry Potter, il l'a réalisé, produit, scénarisé. Le deuxième, il l'a réalisé et produit. Et bref, il a écrit tout un tas de films. Je crois que c'est lui aussi qui a fait La Nuit au musée, le premier en tout cas. Je vérifie, j'arrive. J'arrive pas à trouver, donc c'est pas grave. Si, La Nuit au musée, c'est lui qui l'a réalisé aussi. Bref, donc du coup, on a une palanquée un peu de grands dans leur truc. Sinon, il y a aussi Chris Wallace, qui a entre autres fait les maquillages, les effets visuels et les effets spéciaux en général. En sachant que le mec, il a quand même fait... Bon, il a déjà travaillé avec Joe Dante pour Piranha. Sans S là cette fois-ci, donc je ne sais pas si c'est le même film, mais c'est pas grave, au pire des cas ça sera un petit peu aléatoire. Mais aussi connu pour entre autres avoir fait les costumes et les effets visuels de La Mouche. La Mouche 1 et La Mouche 2 de Cronenberg, si jamais vous n'arriviez pas... Bon, en revanche au niveau du casting, moi en tout cas je connais pas grand monde, donc du coup j'ai pas tellement envie de vous dire de conneries, donc je vais simplement vous dire désolé. Bon, on va directement attaquer sur les anecdotes. Comme dit, vu que je suis en retard, je suis un peu speed, parce qu'en même temps il est bientôt minuit, j'aimerais bien dormir aussi un jour dans la vie. Donc le terme Mogwai, donc qui est le nom de la créature, voilà, qui est le nom de la créature, c'est-à-dire que le nom qui lui a été donné de la part du personnage principal, c'est Gizmo, et le nom de la créature, le nom mes chats s'appellent Pepper, enfin mon chat s'appelle Pepper, mais c'est un chat quoi. Donc c'est le Mogwai, et le Mogwai ça vient du cantonais, et Mogi, ça a des accents un peu bizarres, donc ça se trouve je le prononce comme une merde, vous m'excuserez, mais voilà, donc ça vient de Mogi qui veut dire démon, esprit malin ou monstre. Ça donne les indications quand même, hein. D'ailleurs, à propos de chat, je viens de voir que mon t-shirt avait l'air dégueulasse, mais promis, il est propre. Juste, c'est un t-shirt noir et j'ai des chats qui viennent me faire des câlins. Voilà. Et d'ailleurs, à propos de Gizmo, de base, Gizmo était celui qui devait donc se transformer en Stripe, qui est le méchant. Donc, je vous montre... Enfin bref, c'est le méchant dans la Gremlins, mais je vous montrerai des photos. Donc il y a Gizmo, c'était censé être lui qui allait se transformer en méchant, sauf que c'est Spielberg qui a même dit non, lui c'est le personnage presque principal, il y a trop d'affect avec lui, il ne peut pas devenir le méchant comme ça d'un coup. Voilà. Et d'ailleurs, pour parler de Gizmo, Gizmo en fait a été créé donc par Chris Wallace, dont je vous ai déjà parlé plus tôt, et a décidé de le faire ressembler en fait au Cavalier King Charles de Steven Spielberg, au niveau des couleurs, etc. À propos de Chris Wallace, je vais vous dire 2 choses. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que les Gremlins, donc c'était pas encore à l'époque où la 3D était trop puissante pour faire des choses. C'était fait en animatronics. Animatronics, donc ça a déjà été une technique qui a été utilisée pour Jurassic Park entre autres, etc. Et donc les Gremlins, le Mogwai et les Gremlins étaient faits en animatronique. Ça coûte très très cher. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y avait des gardes pour surveiller que personne ne vole les animatroniques et autres effets de maquillage, effets spéciaux, etc. parce que ça coûtait très cher. Et en plus de ça, ce qu'il faut savoir, c'est que Chris Wallace, lorsque les Mogwai explosent, enfin les Gremlins explosent, il a utilisé des ballons de baudruche en fait qu'il a remplis d'un liquide pour que ça donne une espèce d'impression de mon chat miaule. Et d'ailleurs, si vous ne savez pas d'où viennent les Gremlins, en fait, de base, c'est une légende urbaine, enfin une légende en tout cas, d'espèces de petits lutins qui mettaient
enfin qui sabotait, voilà, je cherche ce terme-là, qui sabotait les avions pendant la Seconde Guerre mondiale. Pour revenir un petit peu sur les décors et sur les effets spéciaux, si vous n'avez pas forcément remarqué, le décor dans lequel se trouve la ville de Kingston Falls ressemble beaucoup à Hills Valley, de Retour vers le futur, parce qu'en fait, c'est le même plateau. Donc voilà, ces deux villes se ressemblent énormément. C'était juste pour vous dire, en fait, c'est normal, c'est la même ville, en fait. Et à propos d'autres films, et entre autres d'autres films de Noël, il faut savoir que Chris Columbus a aussi scénarisé Maman j'ai raté l'avion et Maman j'ai encore raté l'avion, ainsi que donc Les Gremlins. Et en fait, les trois films ont tous une apparition de La vie est belle de Frank Capra, un film dont je vous ai déjà parlé, je ne sais plus quel jour, mais c'est un film culte américain, un très vieux film en noir et blanc de Noël qui est adorable à regarder, c'est sympa. Alors il faut savoir que d'ailleurs Gremlins en tant que film de Noël, parce que c'est un film de Noël même s'il a un air un petit peu spécial on va dire, en fait il n'est pas du tout sorti à Noël, il est sorti en plein été, il est sorti le 8 juin 1984, mais a quand même fait un énorme succès. Je suis désolée pour le message. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que en fait la législation, enfin la dénomination Peggy 13 a été inventée entre autres pour les Gremlins, mais aussi pour un autre film, cette fois de Steven Spielberg, qui est Indiana Jones et le Temple maudit. C'est-à-dire que en fait, les Gremlins possèdent quand même assez de violence pour choquer des enfants, mais pas assez pour avoir un Peggy 16 par exemple. Donc du coup, au moment où c'est sorti, il n'y avait pas forcément de Peggy qui lui était attribué, il y a eu beaucoup de plaintes, etc. Et c'est pour ce film-là, ça a été le premier film en tout cas, où il y a eu la mention de Peggy 13 pour les films. Donc ça a été créé entre autres pour ce film. En sachant qu'en vrai, apparemment, c'était censé être beaucoup plus violent que ça. C'est-à-dire que je pense que je vais attendre la story suivante pour vous expliquer, parce que sinon j'aurai pas le temps. Et voilà. Alors, pourquoi c'était censé être beaucoup plus violent que ça ? Normalement, dans le scénario de Chris Columbus, le chien devait être bouffé par les Gremlins et la mère assassinée. Voilà. Et c'est Steven Spielberg qui a dit non, on fait pas ça. Et par ailleurs, de base, c'était censé être Tim Burton qui devait réaliser ce film. Étrangement, je suis pas tellement surpris parce que Tim Burton et la notion d'horreur, parce que Gremlins en fait joue un peu sur ces codes-là justement, et la notion d'horreur et en même temps la notion d'onirisme avec les enfants, etc. Ça aurait pu coller, même si ça aurait pas rendu le même effet. Je pense que ça aurait été un film beaucoup plus justement onirique et beaucoup moins axé sur le fun, etc. Mais ça aurait pu être intéressant. Et en fait, pourquoi est-ce que Tim Burton avait été pressenti ? C'est parce que c'est grâce au court-métrage qu'il avait fait Frankenweenie, et finalement en fait il est parti sur un autre projet, il est parti faire Pee-wee Big Adventure, que je n'ai toujours pas vu, mais ça m'intrigue un petit peu, donc peut-être qu'un jour je le verrai. Mais voilà, entre autres ça devait être Tim Burton qui devait réaliser le film. Ce que je trouve fou en fait généralement dans les films soit produits, soit réalisés, soit écrits par Spielberg, c'est qu'il y a des références à plein de ses films à l'intérieur. Au début, on voit un espèce de panneau avec une espèce de pub, sur Indiana Jones, mais une radio avec les typos, les codes graphiques d'Indiana Jones. À un moment, les Gremlins sont au téléphone et coupent le téléphone, je crois, de la maison, et ils disent E.T. téléphone, enfin ils disent pas E.T. téléphone maison, ils disent téléphone maison. Il y en a une autre référence aux Goonies. Enfin non, il y a une référence des Gremlins dans les Goonies, c'est-à-dire que dans les Goonies, à un moment, ils ont la police au téléphone, et il y a un des gamins qui explique la situation pour se faire sauver, je crois, des mafieux ou quoi que ce soit. Et en fait, les policiers leur répondent oui, c'était comme la faute, a commencé à nous faire croire qu'il y avait des... Il faut aussi savoir qu'en fait, donc l'idée du film est donc de Chris Columbus qui en est le scénariste. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Chris Columbus en fait a eu cette idée en étant chez lui et en voyant des souris chez lui parce qu'il était infesté de souris, et c'est comme ça qu'il a eu l'idée de ces petits êtres qui étaient très très nombreux et qui foutaient le boxon. Il faut aussi savoir que c'est le premier film avec le logo de Amblin Productions, donc Amblin, donc c'est ce logo-là, en sachant que E.T. était sorti avant. Donc voilà.
Et si jamais vous avez le temps, etc., là je suis désolée, je suis un peu pressée, donc j'ai pas forcément le temps de vraiment prendre le temps de vous montrer, etc., de retrouver l'extrait en particulier. Mais on peut voir dans le film Steven Spielberg sur un fauteuil roulant, je crois, avec la jambe cassée. Et hop là, je retrouve juste son nom. Mais l'animateur de Daffy Duck, qui s'appelle, il me semble, Chuck Jones, mais je préfère vérifier. Voilà. Chuck Jones qui dit justement au personnage Billy qu'il dessine très très bien. Chuck Jones, encore une fois, animateur de Daffy Duck. Sur ce, moi je vous laisse. Je vais aller dormir sûrement parce qu'il est minuit 5. J'ai réussi à faire un maximum des stories avant qu'il soit le 15 décembre. Voilà. Donc bref, sur ce, moi je vous laisse. Je vous dis à demain pour un nouveau film. Salut! Bon, on s'attaque à du lourd aujourd'hui. Aujourd'hui, on va faire Barbie casse-noisette. Alors oui, ok, c'est Barbie, oui, ok. On dirait pas comme ça, mais il y a beaucoup de choses intéressantes, surtout lorsqu'on cherche des informations sur le ballet de casse-noisette. Ah, je me suis enfoncée dans un bourbier, vous vous rendez même pas compte à quel point. Mais bref, c'est pas grave, on va s'y mettre et ça va être bien. Alors, rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Barbie casse-noisette, c'est une réinterprétation du ballet casse-noisette, qui est lui-même une interprétation, mais on y arrive. Bref, c'est une interprétation du ballet casse-noisette composé par Tchaïkovski. Et il n'y a pas grand-chose à en dire de plus. Déjà, de base, l'histoire du ballet, je la trouve pas fantastique, dans le sens où c'est une première partie un peu aventure, tout ça, et une deuxième partie où tu te contentes de regarder un défilement de ballet de différents pays, parce qu'ils célèbrent le truc. Donc voilà. Mais bon, si vous voulez un petit peu l'histoire, en gros, il y a Clara, qui, après Noël, pendant le réveillon de Noël, se couche, s'endort, et en fait, à un moment, elle se fait attaquer par des souris, et elle rencontre le casse-noisette, qui était le casse-noisette que lui a offert son oncle. Voilà. C'est le casse-noisette que lui a offert son oncle, et c'est le casse-noisette qui vient et qui la sauve. Une fois que casse-noisette a battu le roi des rats, il se transforme en beau prince, et donc du coup il emmène Clara pour aller célébrer la fête, voir la fée dragée et le prince Orja. Voilà. Bon, dans l'histoire qu'a réinterprété Barbie, c'est pas du tout cette histoire-là. Enfin, si, c'est cette histoire-là, mais pas vraiment. On retrouve Clara qui, pendant le réveillon de Noël, du coup, après avoir fait la fête, etc., s'endort dans son salon. Et comme c'est écrit dans le ballet, elle entend des rats, des souris, et elle voit en fait un espèce de combat entre son casse-noisette qui lui a été offert à Noël par son oncle, et le roi des rats. Sur ce, elle défend le casse-noisette. Le roi des rats décide de la rendre aussi petite qu'un jouet. Casse-noisette et elle réussissent plus ou moins à s'en sortir, mais le roi des rats, il veut toujours la castagne, mais c'est pas grave, ils sont partis, etc. Et ils vont... Enfin bref, ils sont... C'est la fête dehors. C'est pas grave. Donc ce que je disais, finalement le roi des rats s'en va dans son royaume, etc. Et Casse-Noisette emmène Clara dans son monde, où on voit tous les personnages, où il y a une petite aventure qui se trame, et en gros c'est à Clara d'aller un peu sauver tout ce petit monde-là. Ce que je trouve plutôt cool d'ailleurs, que ce soit Clara qui vienne sauver un petit peu tout le monde, et pas juste le Casse-Noisette qui résout un petit peu tous les problèmes. Là c'est vraiment... au début, c'est juste Casse-Noisette et elle qui essayent d'aller dégommer le roi des rats par tous les moyens, mais au final, c'est elle qui résout les problèmes, c'est elle qui... Voilà. Et dans le Barbie, du coup, c'est Clara qui est en fait la fée dragée qui était censée sauver tout le monde.
du roi des rats. Et le roi des rats, et voilà, et le prince reprend son titre de prince. Je crois que c'est à peu près tout. Et au final, bref, je vous raconte pas tout non plus, mais tout ça pour dire que c'est une interprétation du ballet et c'est pas forcément l'histoire du ballet. Voilà. Mais bref, on va d'ailleurs revenir sur l'histoire en général. En fait, Tchaïkovski, c'était une commande qu'on lui avait faite d'un chorégraphe en Russie. Alors, je reprends juste mon ami Wikipédia. Donc, de base, le conte de Casse-Noisette, donc c'est un conte et pas juste un ballet. Le conte de Casse-Noisette est écrit par Ernst Theodor Amadeus Hoffmann, qui a été d'ailleurs réécrit par Alexandre Dumas. Oui, le fameux Alexandre Dumas, celui qui a fait les Contes de Monte Cristo, qui a fait les Trois Mousquetaires, etc., etc., etc. Et en fait, c'est principalement en se basant sur la version d'Alexandre Dumas que Tchaïkovski a composé le ballet, qui ensuite a été chorégraphié par quelqu'un que de toute façon personne ne connaît, puisque c'est un chorégraphe et que, vu qu'on n'a plus forcément le chorégraphe sous la main, on fait plus forcément ses chorégraphies. Ça se trouve, je dis de la grosse connerie, mais c'est pas grave, quoi qu'il en soit, moi je ne le connais pas, donc je préfère ne pas trop vous en parler non plus. Bref, sur ce, voilà, il faut savoir que Tchaïkovski, lorsqu'il a composé le ballet, n'aimait pas trop, en fait, déjà il n'était donc pas convaincu par l'histoire, il n'a pas non plus été ultra satisfait par les partitions qu'il en a fait. D'ailleurs, au début, Casse-Noisette n'a pas été un gros succès. C'est par la suite, en fait, que petit à petit, il a eu son succès. Surtout à partir du moment où c'est sorti de les frontières russes, que ça a eu beaucoup de succès parce que lors justement du banquet final dont je vous ai parlé tout à l'heure, en fait, il y a beaucoup de différents pays qui sont représentés. L'Espagne, donc la Russie, ça c'est logique. Mais il y a la France aussi. Il y en a vraiment plusieurs. Il y a des pays arabes aussi, etc. etc. Quoi qu'il en soit, c'est pas mal sorti un peu de l'inconnu, entre guillemets, par le fait que du coup c'était très cosmopolite. Voilà, j'ai juste revérifié du coup par qui ça avait été commandé. Ça a été commandé par Marius Pepita. Ça se trouve, ceux qui font du ballet, de la danse classique ou qui sont passionnés par ça vont dire mais bien sûr, évidemment, c'est lui. Moi, je ne le connais pas du tout, donc je préfère éviter de dire trop de conneries. En tout cas, même si potentiellement j'en ai dit dans les stories avant. Mais vu que j'y connais rien, voilà, c'est Marius Pepita. Marius Pepita et Ivan Vsevolowski. Je l'écrirai sûrement. Voilà, donc c'est Pepita et Vsevolowski. Au niveau de la présence dans les films, en effet, Casse-Noisette est pas mal présent dans les films, mais je voulais entre autres parler de Walt Disney, du coup, qui, dans son film Fantasia, a fait vraiment toute une partie sur Casse-Noisette et les chants, pardon. Mon passage préféré de Casse-Noisette, c'est la valse des flocons. Mais je vais revérifier le nom pour voir si je me suis pas trompée. Du coup, j'ai revérifié, c'est bien la valse des flocons de neige. Je pense que vous auriez pu trouver sans, mais voilà, c'est la valse des flocons de neige. Il faut aussi savoir que par le fait que c'est un ballet plutôt classique, etc., il a eu beaucoup d'interprétations, qui fait que en fait, l'histoire avait un tout autre sens par rapport au chorégraphe en fait, qui a pu travailler dessus. Entre autres, là je suis en train de lire quelque chose sur le fait que Rudolf nous rêve, je ne sais pas trop comment, comme dit, je vais encore l'écrire, aurait presque donné une tournure presque plus psychanalytique au conte, au ballet en général. Et entre autres, il a donné l'idée de faire un espèce de passage à l'âge adulte pour Clara au moment où les faits se passent. Mais bon, revenons à notre film Barbie. Barbie, du coup, c'est réalisé par Owen Hurley, qui est un inconnu. C'est sorti en direct vidéo et a été diffusé à la télé. Et c'est le premier film de la série des Barbie. Parce que oui, par la suite, il y a eu beaucoup de films Barbie. Barbie Casse-Noisette, La Dessine, pour rester dans le même thème. 12 princesses, Mariposa, Fairytopia. Enfin bref, on a été un petit peu, durant cette période, un petit peu incendié de Barbie, en tout cas, au niveau des cassettes. Il est sorti en 2001.
Donc moi, à cette époque-là, j'avais 5-6 ans. Donc ça collait plutôt bien à mon âge en tout cas. Ce qu'il faut savoir, et ce que moi en tout cas j'aime bien donner comme petite anecdote en plus, c'est que Tim Curry a fait la voix du roi des rats. Et Tim Curry, c'est qui? Bon, du coup, Tim Curry, c'est lui. Et lui, il a entre autres fait la première version de Gripsou dans ça, mais surtout le docteur Frankenfurter. Bon, après, le reste du casting est pas non plus fantastique, hein, mais bon. Je trouvais ça assez marrant quand même. Il faut aussi savoir que Casse-Noisette a été fait grâce à la capture de mouvement. C'est-à-dire que, entre autres, les scènes de ballet ont été faites grâce à la compagnie du New York City, avec comme chorégraphe Peter Martins, pardon. Et donc du coup, c'est des vrais danseurs qui ont vraiment dansé pour Barbie. Et bah, après, grâce à une combinaison avec, vous savez, les petits points là, bah du coup, ça a été capturé et c'est grâce à ça qu'ils ont fait l'animation de Barbie Casse-Noisette. Et je crois que c'était la même chose pour ceux qui ont suivi. Je sais pas si c'est la même compagnie, donc New York City Ballet, qui a fait le reste des chorégraphies avec le même chorégraphe, etc. Mais en tout cas, c'est des vrais danseurs classiques qui ont dansé pour Barbie Casse-Noisette. D'ailleurs, je vous avais pas dit que il y avait encore un film avec un lien avec Friends. Et bah c'est Barbie, parce qu'en fait la voix de Barbie, c'est aussi la voix de Phoebe. Et cette doubleuse s'appelle Michelle Lituac. Et donc du coup, c'est aussi elle qui a doublé dans Desideria, la princesse Desideria. Voilà, je dis, il y a des petits liens qui se font entre les différents films, c'est marrant, non? Bon, c'est à peu près tout pour ce soir. Je pense que j'ai plus ou moins réussi à tout vous expliquer sur Barbie. Il n'y avait pas non plus énormément de choses à dire, parce qu'en même temps, c'est pas des gros castings, c'est pas un énorme film. Mais moi, c'était un petit film de mon enfance et ça me faisait plaisir de le voir pour Noël. Donc c'est pour ça. Voilà, c'était offert, cadeau, un petit Barbie comme ça. Tenez, je voulais aussi vous montrer quelque chose en fait. Tout le monde a plus ou moins eu son jouet favori. Et bah le mien, c'est justement une Barbie et c'était la Barbie Kayla Magie Sorcellerie. Comme quoi, pour le coup, déjà ce que j'adorais c'était qu'elle n'était pas blonde, elle était rousse et elle était magnifique. Je crois que ça a réveillé chez moi mes penchants pas très hétéros quoi. Bref, c'est tout pour moi. Je vous laisse et je vous dis à demain pour un nouveau film de Noël. Salut!